Bonsoir et bienvenue, voici les titres du 22h ce soir. Sans surprise, l'Assemblée nationale a voté la confiance au gouvernement après le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault devant un hémicycle bruyant. Le redressement dans la justice est la colonne vertébrale de cette feuille de route. Le Premier ministre récuse le mot rigueur mais appelle à l'effort national. François Fillon évoque une catastrophe économique et sociale. Invité du 22h, le président UMP de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marigny. Autre question, et sur la forme, quel est le style Ayrault? Le Premier ministre se livre peu, pas d'envolée lyrique aujourd'hui, mais a-t-il tout de même réussi à imprimer sa marque? On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud et l'éditorialiste du Figaro, Alain Gérard Sama. C'est tout à l'heure. Et puis vous le verrez, l'ambiance a été chaude, très chaude au Sénat. Laurent Fabius salue le discours de politique générale du Premier ministre. Sous les vives interpellations de la droite, la suspension de séance n'était pas loin, tant l'atmosphère était houleuse dans une haute assemblée, il faut bien le dire, habituée aux débats plus feutrés. Série de perquisitions au domicile et au bureau de Nicolas Sarkozy. Dans le cadre de l'affaire Bettencourt, le juge Gentil s'intéresse à un éventuel financement illicite de la campagne de 2007. Ces perquisitions menées par une dizaine de policiers ont eu lieu alors que le couple Sarkozy se trouve actuellement au Canada. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être avec nous ce soir. Un discours de politique générale, c'est un acte fondateur d'une gouvernance. Le moment était donc important pour Jean-Marc Ayrault. Après plus d'1h30 de discours, les réactions sont sans surprise. Les socialistes saluent une politique de justice et de crédibilité. La droite dénonce un exercice sans courage. Mais au-delà des réactions politiques, intéressons-nous d'abord au fond de ce discours avec Paul Bouffard. Plus d'1h30 de grand oral, avec beaucoup de sérieux dans le style et surtout sans effet de manche. Jean-Marc Ayrault livre les grands axes du quinquennat et déroule sa feuille de route. Sur un ton volontaire, il sonne la mobilisation. Le socialiste en appelle au patriotisme économique, loin de faire de la finance son adversaire. Non, je ne suis pas l'ennemi de l'argent. Mais je ne considère pas les gens auxquels je parle en fonction de leur patrimoine et de leurs revenus. Patriotisme fiscal aussi, le Premier ministre veut la vérité. Maîtrise des dépenses publiques, oui, mais nouvelles recettes fiscales aussi. Ah oui, ah oui. La volonté du gouvernement, de ce gouvernement, c'est de solliciter d'abord ceux qui jusqu'ici ont été exonérés de l'effort collectif. Rompre avec le style Sarkozy dans son discours, Jean-Marc Ayrault ne veut pas combattre l'inertie par l'agitation. Il veut prendre le temps d'écouter, d'évaluer, de décider. Les Français ne nous ont pas donné un mandat pour gouverner. 100 jours, mesdames et messieurs les députés, mais 5 ans. Prendre le temps, sans rigueur ni austérité, le quinquennat est placé sous le signe de la justice. 45 secondes d'applaudissements, les députés de la majorité se lèvent. Et Jean-Marc Ayrault a également rappelé que la lutte contre les déficits est une priorité pour ce gouvernement. Le Premier ministre a insisté sur les économies à venir, mais il promet qu'il n'y aura aucun tournant de la rigueur. Le gouvernement, dit-il, a anticipé la faiblesse de la croissance. Les détails avec Elisa Bertholomé. Pas d'austérité, Jean-Marc Ayrault s'y refuse. Pas de croissance non plus, les prévisions ont été abaissées. 0,3 au lieu de 0,7% en 2012, 1,2 au lieu de 1,7% en 2013. Pour redresser la France, le gouvernement privilégie deux axes, réduire les dépenses et une réforme fiscale capable d'agir sur les recettes. La réduction du déficit d'abord. La promesse de François Hollande d'un retour à l'équilibre en 2017 est confirmée. Pas de diminution du nombre de fonctionnaires, mais un redéploiement des effectifs dans les ministères clés, éducation, intérieur, justice. Des secteurs que le gouvernement considère comme des priorités. Elles seront respectées, sans pour autant creuser nos déficits et notre dette. Cela exigera des choix dans tous les autres secteurs. Une importante réforme fiscale ensuite. Elle aura lieu en 2 temps, avec le collectif budgétaire de 2012 et lors du budget 2013. L'augmentation de l'imposition des plus riches, la mise à contribution des grandes entreprises, la taxation des revenus du capital sont avancées.
La hausse de la TVA, prévue pour le 1er octobre, sera, elle, abrogée. Voilà le chantier, le grand chantier de la réforme fiscale. Maîtriser la dépense publique, je l'ai dit d'un côté, trouver de nouvelles recettes fiscales, voilà le préalable au redressement de notre pays. Redressement et justice ont été les maîtres mots de Jean-Marc Ayrault. Pas question de rigueur non plus, le Premier ministre en a appelé au patriotisme des Français. Et en un peu plus d'1h30 de discours, le Premier ministre a eu le temps d'annoncer d'autres mesures. Plusieurs d'entre elles, vous allez le voir, concernent les élus locaux, comme la multiplication par 5 des sanctions financières frappant les villes qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Mounir Soussi nous détaille toutes ces annonces. La mesure était attendue. Le Premier ministre confirme aujourd'hui l'ouverture du droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels et précise le calendrier. La réforme sera engagée au premier trimestre 2013. La déclaration de politique générale de Jean-Marc Ayrault se résume à un calque fidèle du programme de François Hollande, mais une annonce choc est venue bousculer la liste des engagements. Le gouvernement veut multiplier par 5 les sanctions contre les mairies en infraction avec la loi SRU, qui oblige les communes à construire au moins 20% de logements sociaux. Toujours sur le logement, le Premier ministre précise que le plafond du livret A, qui finance l'habitat social, sera dans l'immédiat simplement relevé et non pas doublé comme promis pendant la campagne. Enfin, le chef du gouvernement tient à engager un nouvel acte de décentralisation. Dans sa ligne de mire, la suppression du conseiller territorial et l'ouverture d'un projet de loi sur les collectivités avant la fin de l'année. Des mesures qu'il devrait préciser demain devant les sénateurs au Palais du Luxembourg. Et nos invités pour commenter cette riche actualité ce soir, invité politique Philippe Marini, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, président UMP de la Commission des finances du Sénat, avec nous également l'éditorialiste du Figaro, Alain-Gérard Slama, bonsoir. Bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alain-Gérard Slama, un discours de politique générale, c'est toujours un exercice délicat. Il faut faire preuve d'autorité, asseoir son leadership devant les députés et parler aux Français. Avait-il le bon ton ce soir déjà, Jean-Marc Ayrault? Écoutez, je ne voudrais pas être désobligeant, mais effectivement, disons que si pour rassurer, il suffit d'être en retrait, en demi-teinte, d'hésiter sur les phrases, quand on lance des phrases très fermes, de sortir des choses qui ne sont pas vraiment très impressionnantes. Et enfin de dire qu'on ne fera pas d'austérité, ce qui est peut-être en effet marquer une continuité avec le prédécesseur. C'est la seule continuité que je vois avec les flamboyances du règne précédent. Jean-Louis Goumbaud, quand on écoute les précédents discours de politique générale, on va se référer au passé, ceux de Pierre Bérégovoy, ceux de Lionel Jospin, Edith Cresson, Dominique de Villepin. Il y a toujours un moment peut-être de flamboyance, il y a un moment plus lyrique, on nous transporte. Je me souviens de Michel Rocard qui disait « Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau, je rêve d'un pays ambitieux ». Est-ce qu'il y avait ce moment aujourd'hui ? Justement, je me suis posé cette question, est-ce qu'il y a des discours de politique générale qui m'avaient transporté, à part quelques phrases ? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je me souviens de mauvais discours de politique générale. Madame Edith Cresson, par exemple, Monsieur Pierre Bérégovoy, qui s'était emberlificoté dans une affaire d'enveloppe, de corruption, je ne sais quoi, il n'arrivait plus à s'en sortir. Et celui-là m'a paru effectivement pas plus enthousiasmant que les autres. J'avais l'impression surtout d'un discours politique d'un général qui s'adressait à ses troupes. Parce qu'en réalité, ce qui m'a frappé, c'est la volonté qu'il avait de convaincre cette idée qui semble peut-être déjà poindre dans son électorat, voire même dans une partie de sa majorité ou au sein de la gauche, comme quoi un tournant serait déjà pris dans la politique, le tournant avant même que ça ne démarre, que la voiture ne démarre, le tournant serait pris. Et donc tout le discours était pour dire, ben non, il n'y a pas de tournant, je reste sur ma ligne, et donc ça lui donnait un aspect un peu défensif. Alors, justement, pour contrebalancer cela, il a montré qu'il allait lancer un nombre impressionnant de chantiers, conférences environnementales, enfin, il y en a une fleuve, donc on en parlera tout à l'heure, mais la teneur défensive, c'est surtout ça qui m'a frappé. Alors, Philippe Marini, avant de disséquer cette feuille de route, est-ce que sur certaines parties, vous auriez pu dire la même chose que Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, quand il parle d'un combat à mener, quand il fait appel à toutes les forces de notre pays pour sortir de la crise? Il a raison. Il y a un point sur la relation avec les collectivités locales, les considérer comme des associés et raisonner en termes de responsabilité. Sur cet aspect des choses, naturellement, je suis d'accord. Sur le reste, je trouve que ce discours a été vraiment beaucoup trop long pour son contenu. Et en effet,
qu'il a fait beaucoup d'efforts sémantiques pour cacher en réalité une grande indécision ou plutôt une grande lenteur de la décision. Bon, on va rentrer dans le détail. Vous êtes sévère. Une dernière question sur la forme. Alain Gérard Slama, ce discours permet aussi en creux de dessiner, de mesurer le rapport entre le président et son Premier ministre. Quelle impression en avez-vous? Eh bien, écoutez, j'aime encore mieux quand même cette relation-ci que la précédente. Parce que le Premier ministre était totalement éteint, quel que fût son brio personnel, derrière la personnalité du chef de l'État et de l'hyper-président. Là, nous avons une répartition des rôles indiscutablement plus raisonnable, mais entre deux personnalités qui, si elles continuent à se partager les rôles, n'aura pas grand-chose, j'en ai peur, à se partager compte tenu de l'extrême modestie de la marge de manœuvre qu'elle se laisse à elle-même. Au fond, ce qu'il s'agit de faire, c'est essayer de donner l'impression qu'on a un tournant et qu'on va changer de politique, alors qu'on se rend compte, avec derrière la Cour des comptes, qu'on a des coudes extrêmement près du corps et qu'il y a énormément de choses auxquelles il va falloir renoncer. Moi, je suis frappé par ça. Pourtant, il y a une phrase de Jean-Marc Ayrault, il a répété « non, 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 nous ne renoncerons à rien ». Bah oui, bien sûr. Et puis, on ne fera pas d'austérité alors qu'il faudra faire de la rigueur, etc., etc. Je pense que là, bon, ça fait partie des choses de convention. On ne va pas faire payer les riches, évidemment non plus. Et puis en réalité, on va aussi augmenter les impôts dans des conditions quand même qui ne sont pas négligeables. Je pense surtout que dès lors qu'il va falloir que ce gouvernement se défausse sur, disons, des symboles politiques un petit peu forts pour lui, comme le vote des immigrés ou des choses comme ça, il faudrait avoir peut-être un petit peu plus de force de conviction là derrière pour que ce discours tienne la route et qu'il soit accueilli d'une manière favorable dans l'opinion. Si vous voulez faire de la politique, il faut en faire. Et s'il faut faire de la politique, il faut faire de la rhétorique. Le fond, la feuille de route économique. Philippe Marini, François Fillon prédit ce soir avec ce programme une catastrophe économique et sociale. Avec ces mesures de Jean-Marc Ayrault, est-ce que vous dites la même chose? Ce que je constate, c'est un contraste absolu entre la manière dont on nous présente les choses et la réalité des choses. Et ceci me paraît contraire à l'une des premières expressions utilisées par le Premier ministre, l'exigence de vérité. Je ne crois vraiment pas que l'exigence de vérité soit au rendez-vous. Bien sûr, et c'était de bonne guerre, avant la conclusion des élections législatives, on n'a strictement rien dit, sauf quelques petites choses agréables par-ci par-là. Et maintenant, on ne nous en dit guère plus. Mais François Hollande n'a pas promis la Lune pendant sa campagne. Jean-Marc Ayrault a parlé d'efforts aujourd'hui, de combats, même à mener. Hollande, il ne cache pas la vérité des déficits. Il était au sommet européen et il a en définitive accepté de soumettre au Parlement la ratification des nouvelles règles européennes en matière de contrôle des déficits et de convergence budgétaire. Ça, c'est la réalité. Et pour parvenir à cette réalité, pour François Hollande, comme c'eût été le cas pour Nicolas Sarkozy, de la même façon, il y a simplement une petite distance de 40 milliards d'euros qu'il va falloir parcourir, et c'est ce que nous a expliqué fort bien la Cour des comptes dans un rapport que j'aurais pu signé et qui, sur le fond, n'est absolument pas différent des éléments que j'ai moi-même tâché de mettre sur la table. Donc vous pensez, pour résumer, que le gouvernement n'arrivera pas à réduire le déficit à 3% en 2013, selon vous? Je crois qu'il se contraindra à y arriver. Oui. Je le crois. Vous espérez qu'il y arrive? Je le crois. Oui, parce que, right or wrong, that's my country. Mon pays, je le défends, même si ses gouvernants ne me plaisent pas. Mais voyez-vous, hier et ce matin, j'étais à Rome pour faire le point avec l'équipe de M. Monti sur ce qui a été obtenu au sommet européen. Il est tout à fait clair que nos États de la zone euro s'inscrivent dans la même logique et sont contraints de le faire. Sinon, c'est le cataclysme et l'inconnu que personne ne souhaite. Or, Jean-Marc Ayrault prend d'extrêmes précautions pour expliquer ce tournant à ses amis, à sa majorité à l'Assemblée nationale, et nécessairement, il va faire bien des déçus. On n'oublie pas, je passe la parole à Jean-Luc Gombault, on n'oublie pas, Philippe Marini, que la droite n'était pas très à l'aise avec le mot rigueur également. On se souvient quand on posait la question à nos invités ici, surtout pas rigueur.
Ça ne plaît pas à droite comme à gauche. C'était une profonde erreur. Ah. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais exprimé aucune réserve à l'égard de la réalité qu'il faut bien dépeindre par les mots qui y correspondent. C'est mon droit d'inventaire à moi, mais je l'ai exercé pendant tout le quinquennat, n'est-ce pas, en toute transparence et affection vis-à-vis du président Sarkozy. J'ai pas attendu qu'il soit battu pour dire il faut faire l'inventaire. Et vous l'avez souvent dit sur ce plateau, n'est-ce pas? Jean-Louis Gombault. Non, simplement je trouve, si je peux me permettre, M. Marini est un peu injuste quand même. Parce que c'est intéressant de regarder le discours du Premier ministre. Il commence par la dette. Il y a une ligne au début pour dire qu'il y a trop de chômeurs. Bon, l'affaire, c'est une ligne. Et après, il fait tout un développement sur la dette. Il donne des chiffres archi connus, encore plus par vous-même que par les autres, archi connus, mais quand même, il les redit. Et il dit à quel point cette affaire est absolument cruciale, déterminante, que de cela dépend tout le reste. C'était pas tout à fait le discours de François Hollande, où l'idée c'était la croissance. Bon, c'était la poule et l'œuf, on ne savait plus très bien où on en était, mais enfin, il insistait beaucoup. La dette, et la nécessité de la résorber. Il approuve. Il la cite d'ailleurs, la Cour des comptes, donc il refait sienne les conclusions de la Cour des comptes que vous-même dites que vous co-signeriez volontiers si on vous le demandait. Donc quand même, de ce point de vue-là, je dirais qu'il est inattaquable. Alors après, est-ce qu'il va être capable de passer à 4,4 cette année à 3% l'année prochaine? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, l'objectif était clairement déterminé, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans. Oui, mais il n'en tire pas les conséquences. J'écoute son discours, je trouve des annonces de dépenses. On pourrait en faire la liste. Et au-delà du détricotage de certaines mesures votées par l'ancienne majorité, détricotage qui lui-même sera coûteux, eh bien je trouve qu'il n'entre pas dans le vif du sujet. Alors certes, il nous dit que les 100 jours, ce n'est pas une bonne approche, mais malgré tout... Est-ce que vous faites le droit d'inventaire, dans le droit d'inventaire, est-ce que vous dites aussi qu'il y a eu des cadeaux aux plus riches qui n'auraient pas dû être faits, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault? Est-ce que le bouclier fiscal, est-ce qu'il en reste? C'est vraiment le moment... Le bouclier fiscal a été supprimé. Il ne reste plus qu'une queue c'est une queue de bouclier fiscal. Il a été supprimé par l'ancienne majorité, qu'on ne nous fasse pas ce procès. Alain Gérard Slama, alors... Sur le plan politique, ce qui a été dit aujourd'hui, même si c'est enrobé de justice, ce sont quand même des efforts lourds, des difficultés constantes. Est-ce que l'impopularité pour ce gouvernement, c'est maintenant? Je ne pense pas, parce que d'abord, la gauche a toujours su faire des économies. C'est comme ça. La droite s'entend très bien avec les syndicats et la gauche, depuis au moins 1924, sait faire des économies. Donc ça, ils sauront faire des économies. La question est de savoir quelles économies on va faire. Si on va faire des économies dans des secteurs où on va tarir la création d'entreprises, où on va tarir le dynamisme de la société, où on va encadrer les loyers, reprendre des mesures éculées dont on sait qu'elles sont totalement contre-productives, ou si au contraire on va savoir faire des économies dans des secteurs où il n'est pas question de le faire, par exemple la réduction des effectifs de la fonction publique, ou par exemple, alors là je parle devant Philippe Marini, au risque d'endurer ses foudres, mais par exemple du côté des collectivités territoriales, puisqu'ils sont maîtres des collectivités territoriales, voilà un bon domaine où trouver des milliards. Oui, surtout que la Cour des comptes avait dit qu'il fallait mettre ces collectivités locales à la diète. Alors Philippe Marigny, est-ce qu'il faut avoir le courage de dire oui, il faudra faire des efforts? Je peux dire ce que dit M. Ayrault, les collectivités locales prendront leur part dans le redressement des comptes publics. Mais quelle part? C'est exactement ce qu'aurait pu dire l'ancienne majorité. Bon, au demeurant, quelle est la première initiative en la matière? C'est de prolonger sur plusieurs années, probablement 3 ans, le gel des dotations. Or, je n'aurais pas la cruauté de prendre les citations de l'année dernière des orateurs socialistes, à commencer par l'excellent nouveau rapporteur général François Marc, n'est-ce pas? Les collectivités territoriales sont autonomes, mais leurs dépenses sont régulées par l'État qui leur apporte l'essentiel de leurs ressources. Voilà comment ça se passe.
Alors aujourd'hui, pendant que Jean-Marc Ayrault prononçait son discours devant les députés, il y avait au même moment, messieurs, au Sénat, la lecture de ce discours par Laurent Fabius, qui est le numéro 2 du gouvernement, devant donc les sénateurs. Et vous allez voir que l'ambiance était houleuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez nous en parler dans un instant, Philippe Marigny. Mais d'abord, les faits, c'est avec Cécile Sixou. Il travaillera en liaison avec les territoires. Les PME seront... Madame, nous avons noté que vous étiez présente. Les PME seront l'objet d'un soutien déterminé. Madame, permettez-moi de vous dire, le Sénat est cité souvent pour sa courtoisie et le respect des autres. Je vous demande d'avoir la gentillesse de vous en souvenir cet après-midi. Vous nous avez déshonorés. Vous avez déshonoré la France en assimilant les communistes à l'extrême droite. Je ne vous le permets pas. Jamais nous ne mêlerons nos voix aux vôtres. Jamais. Ce qui serait intéressant, au-delà du fait que vous pourriez présenter des excuses pour les 5 dernières années, pour avoir mis le pays dans cette situation. Oui. Au-delà de cette situation, il eût été intéressant d'avoir des propositions, des discussions. Vous pourriez dire, nous voudrions répondre politiquement à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ça nous intéresse. Philippe Marigny, vous avez été aussi virulent cet après-midi. Vous avez interpellé le ministre, fait du bruit. Bref, vous avez contribué à cette ambiance. Je n'apprécie pas cette forme de spectacle. Pardonnez-moi, je n'ai jamais apprécié. Ce n'est pas dans mon tempérament. Et au demeurant, je trouve que cette lecture par un autre du discours du Premier ministre est une tradition qu'il faudrait vraiment interrompre. Mais il vient ça n'a pas de sens. Mais justement, 2 jours sur le même sujet, autant voir l'original plutôt que le lecteur. Même si le lecteur est Laurent Fabius qui a fait tout son possible. Alors, demain, mais sincèrement, ce n'est pas du temps productif. Jean-Marc Ayrault sera au Sénat demain pour un discours devant les sénateurs. Vous lui réservez pas le même accueil? Non, j'écouterai avec attention. Je note simplement une chose, c'est que le gouvernement peut demander un vote de confiance, il ne le fait pas. Et pour moi, c'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce que vous le regrettez? Mais vous savez très bien pourquoi. Politiquement, ça m'intéresse beaucoup. Il ne le fait pas parce qu'il n'est pas sûr du résultat, parce que la majorité au Sénat est une petite majorité, qu'elle comprend le groupe communiste, républicain et citoyen. On a entendu Nicole Borvo tout à l'heure, n'est-ce pas, qui n'a pas ces mots dans sa poche. Et le gouvernement n'est pas sûr du tout d'obtenir la confiance. Il est vrai, vous auriez peut-être fait la même chose dans l'autre sens. Vous aviez aussi des alliés centristes, parfois belliqueux, ça peut arriver. On va finir un tour de table sur les jours prochains, peut-être mercredi aussi, Alain Gérard-Slama. À quoi faut-il s'attendre? Mercredi, lors du Conseil des ministres, ça y est, ça part, ce sont les annonces concrètes, la réforme fiscale? Oui, bien entendu. Bien entendu, on va avoir en effet un certain nombre de mesures dont le gouvernement sait lui-même qu'elles seront. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que je serai systématiquement pessimiste, mais que l'économie se venge et que toutes les mesures qui sont faites, il faudra vraiment les présenter de manière à ne pas casser le moral des gens. Quand vous allez augmenter l'impôt sur les successions, quand vous allez augmenter l'impôt sur la fortune, je trouve qu'il y a là vraiment des perspectives qui sont inquiétantes. Et pour les entreprises aussi, d'ailleurs, il y a aussi des augmentations qui vont les affoler dans une période où vraiment elles sont à la limite. Je génère peut-être de... Mais quand je vois des gens... un exemple très bête, vous savez, chez un chausseur chic, une dame qui commande plusieurs boîtes de cirage. Le chausseur lui dit, mais pourquoi plusieurs boîtes? Vous n'avez qu'à revenir. La dame dit, non, je pars à Londres. Eh bien, c'est assez intéressant d'entendre ça. Et ça n'est pas exceptionnel. Jean-Luc Comboux, il y a quand même un acteur, je voudrais qu'on conclue là-dessus, on n'a pas encore parlé d'eux, ce sont les marchés financiers. Ils ont dû aussi écouter attentivement ce discours. Que peuvent-ils en penser, selon vous? Je n'ai pas regardé le mouvement des marchés aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'instant, les marchés financiers ne sont pas du tout inquiets. D'ailleurs, il faut dire que M. Ayrault nous a dit « je ne suis pas l'ennemi de l'argent », corrigeant quand même quelque peu. Il n'avait pas dit l'ennemi de l'argent. Il avait dit, M. Hollande, vous rappelez-vous, je ne suis l'adversaire, je ne connais qu'un adversaire, c'est la finance. C'est pas la même chose. Il dit l'ennemi de l'argent. Pour l'instant, tout va bien. Même la bourse, depuis 4 jours, prend de la valeur.
pas grâce à M. Hollande ni M. Ayrault, mais grâce à l'accord européen qui a été signé vendredi. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Ceux qui aiment les surprises devront patienter. Il n'y en a pas pour demain des vraies surprises. Je crois qu'on n'a pas le droit de parler de réforme fiscale avec la loi de finances rectificative dont nous allons délibérer au mois de juillet. Pour moi, c'est la revanche fiscale, n'est-ce pas? Il s'agit d'une série de mesures pour revenir sur les législations de l'ancienne majorité. C'est une question d'idéologie. Et ceci est conforme, je ne le conteste absolument pas, aux engagements de la campagne électorale de François Hollande. Mais dans cette loi de finances rectificative, il n'y a pas le début du plan d'ajustement que j'attends et qui est absolument nécessaire. Et pour connaître ce plan d'ajustement, il faudra attendre mi-septembre. Quelle réforme de l'impôt sur le revenu? Quelle réforme de l'impôt sur les sociétés? Quelles conséquences sur la compétitivité? Eh bien, il va falloir tout l'été. En effet, on prend du temps. Et c'est revenu, cette expression est revenue dans le discours de Jean-Marc Ayrault. Je le répète, ceci dénote une grande difficulté à décider. Oui, c'est dès maintenant que ça se joue. Je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Eh bien, ce sera le mot maintenant, tout commence. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Affaire Bettencourt, suite. Cette fois, c'est Nicolas Sarkozy qui est au cœur de l'enquête. Son appartement et ses bureaux ont été perquisitionnés ce matin en son absence. Objectif pour les juges, trouver des preuves sur une éventuelle remise de fonds de Liliane Bettencourt à l'ancien chef de l'État. Des fonds qui auraient permis de financer sa campagne de 2007. Dans cette affaire tentaculaire, plusieurs personnes ont déjà été mises en examen. Nicolas Sarkozy lui-même pourrait être entendu prochainement, son immunité de chef de l'État ayant pris fin le 15 juin dernier. Le scandale des Tolibor fait de nouvelles victimes à la banque Barclays. Après le directeur Marcus Agius, hier, c'est au tour du directeur général de la banque, Bob Diamond, de démissionner. C'est un simple changement au sein de Barclays. C'est en fin de compte un signe que le dirigeant prend toute responsabilité pour la façon dont se sont comportés ses employés. Donc c'est le principal point ici, et c'est le principal signe qu'il a lancé au marché. Barclays a écopé cette semaine d'une amende record de 360 millions d'euros pour avoir tenté de manipuler les taux interbancaires de référence sur les marchés londoniens et européens. Les Bleus seront-ils privés de primes pour l'euro? En tout cas, la fédération a bien décidé pour le moment de geler les 100 000 euros normalement reçus par chaque joueur. C'est de l'argent bloqué qui sera peut-être redistribué ou peut-être pas. Mais en tout cas, personne ne percevra son chèque dans les semaines qui viennent. Une décision qui intervient alors que 4 joueurs de l'équipe de France sont convoqués devant la commission de discipline pour leur mauvais comportement pendant la compétition. Pendant que certains s'amusent, d'autres travaillent. En termes de maturité politique, Angela Merkel semble plus avancée que ses amis européens, même si elle a trouvé un compromis avec eux à Bruxelles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Preuve par 3. Je vous dis à demain avec plaisir. Donne-t-il sa confiance au nouveau gouvernement à l'heure de la rigueur après de premiers gestes symboliques? François Chérec, le secrétaire général de la CFDT, l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous alors que tout nous accable, le chômage qui augmente, la croissance qui chute et le pouvoir d'achat qui recule, désespérant, n'est-ce pas, François Chérec, même si le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, nous appelle à retrouver confiance dans notre destin. Comment la CFDT veut se faire entendre dans
dans ce contexte? Eh bien, vous allez nous le dire. Avec moi, dans un instant, Bruno Franceschi de l'agence France Presse, puis Perrine Tarnot de Public Sénat. Et puis, les téléspectateurs peuvent intervenir dans cette émission. Vous posez leurs questions par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. Jean-Marc Ayrault a donc fixé la ligne politique sous les contraintes budgétaires. Pour vous, la rigueur est bien là, malgré les dénégations du Premier ministre. C'est la rigueur. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de changer d'expression en fonction du gouvernement. C'était la rigueur avant l'arrivée de François Hollande, c'est la rigueur après. Vous l'avez dit vous-même, pour la première année depuis 1984, le pouvoir d'achat des Français va baisser dans les ménages. Les salaires des fonctionnaires sont bloqués, la valeur du point, depuis 2 ans. Ça va être la 3e année. Donc ce sont des mesures de rigueur. Moi, j'ai pas peur des mots. Le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut faire des économies, c'est de dire comment on arrive à faire baisser cette fameuse dette de l'État, mais surtout comment on le fait avec des mesures justes, c'est-à-dire que ça ne soit pas comme c'était le cas avant, en particulier les salariés sur le pouvoir d'achat qui les payent. D'accord, la justice, le mot a été maintes fois repris par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Est-ce que vous faites donc une différence entre la rigueur d'avant, la rigueur d'aujourd'hui, la rigueur de droite, la rigueur de gauche? Je vous le dirai après. Ah non, mais on a déjà, on a déjà de quoi juger. De quoi juger, de quelle façon? Pour le moment, on n'a encore pas les principales mesures. Ce que je remarque, c'est qu'on nous a promis qu'il n'y aurait plus de baisse de fonctionnaires globalement. C'est le cas. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on va continuer à être dans une baisse mathématique sans qu'il y ait du sens, ou est-ce qu'on va débattre de l'emploi public là où on a besoin et de la façon dont on fait les choses? C'est à partir de ce moment-là que je juge. Pour vous, la stabilisation, effectivement, des effectifs globaux de la fonction publique est un bon point. Et là, c'est une rupture positive avec la rigueur de droite? C'était une promesse de la campagne. Oui. Je ne vais pas me plaindre quand des politiques respectent leurs promesses. La CFDT a toujours dit la priorité, on va parler de la compétitivité de notre pays. Un des éléments du manque de compétitivité, c'est le niveau de qualification. C'est les retards que dans notre pays, on a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans sans qualification. C'est un problème. Donc qu'on mette l'accent sur ce sujet-là, inévitablement, c'est une bonne chose. Alors, on reste encore un peu sur les fonctionnaires, François Chérec, parce que vous avez vu ce qu'a dit la Cour des comptes. Un effectif constant. Donc, vous vous félicitez de la stabilité des effectifs de la fonction publique. Eh bien, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Donc, eh bien, il y aura toujours le gel du point d'indice et aucune augmentation salariale. Attendez, ça, vous êtes prêt à l'accepter? La Cour de compte, elle est à effectif constant et à recette constante. Donc, on va voir le gouvernement si le gouvernement essaye de trouver d'autres recettes. Donc, je pense que le débat aujourd'hui, je ne m'adresse pas à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait son travail, elle donne des directions. Maintenant, c'est au gouvernement. Si le gouvernement pense qu'il va pouvoir durer 5 ans en évitant, je dirais, une évolution, une refonte des grilles salariales de la fonction publique, c'est pas possible. Pour une raison simple, l'augmentation du SMIC, elle a des actions pas seulement dans les branches professionnelles du privé. Bah oui, parce que inévitablement le salaire minimum des fonctionnaires en dessous du SMIC. Donc vous êtes obligé de revoir les choses. Impossible de laisser les salaires en l'état dans la fonction publique. La preuve, le gouvernement est obligé d'augmenter le salaire minimum dans la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas un recul par rapport à Nicolas Sarkozy, puisque lui, il avait décidé de redonner aux fonctionnaires, vous le savez, la moitié